remercie d'être présent. C'est pas forcément évident de prendre sur son temps personnel un vendredi, début de week-end, pour une conférence d'histoire. Donc je vous en remercie. Effectivement, l'objectif pour moi, dans un premier temps, est de resituer un principe de philosophie politique, et je dis bien un principe de philosophie politique, pas un principe de droit, même s'il en découle, un principe de philosophie politique et un principe politique radical. Et j'insiste sur le terme, la laïcité, qui est une spécificité française, même s'il existe d'autres processus de sécularisation dans le monde occidental, convient-il de le rappeler. Je précise parce que le monde occidental, c'est devenu une expression grossière, vulgaire, c'est un gros mot. Donc il est important de repréciser ces éléments-là. Et pour le resituer dans le processus de long terme, et donc dans l'histoire, ça engage effectivement de comprendre de quoi cette histoire est le résultat, ce que cela engage, et la dynamique de combat qui a été celle des démocrates, des républicains. Il y a d'ailleurs des spécificités au républicanisme français. La République française n'est pas la République fédérale américaine, qui n'est pas la République populaire de Chine, etc. etc. Et de comprendre, contrairement à ce que l'on peut entendre très régulièrement, que les choses ne se sont pas faites de façon douce et tendre, et que l'ensemble n'a pas été amené dans la concorde, bien au contraire. Alors évidemment, on peut se positionner pour ou contre, là n'est pas le propos, il faut simplement le faire honnêtement. De fait, je revendique et j'assume totalement, au-delà du travail de chercheur, un ton ouvertement militant. Je n'oblige personne à être d'accord avec moi. D'ailleurs, on a eu ici un débat avec des gens de cercle royaliste il y a un mois maintenant. Et je pense pouvoir affirmer qu'ils étaient loin d'être d'accord avec moi sur un certain nombre de questions liées à la République française. Mais il est important de pouvoir amener les débats. Alors pour amorcer, ou plutôt pour finir cette introduction, il me faut insister sur le fait que l'un des grands œuvres de la Révolution française, c'est véritablement un processus de laïcisation. Alors j'emploie le terme laïcisation parce que laïcité est un mot du 19e siècle et qu'il serait anachronique de parler de laïcité avant, mais le processus de laïcisation de la nation, entendre de l'assemblée des citoyens, du peuple, et pas des seules institutions de l'État. Première escroquerie intellectuelle dont les bobéristes notamment sont champions, c'est-à-dire qu'il y aurait une volonté de laïciser les institutions de l'État, mais pas la société. Ce qui est une contre-vérité historique, source à l'appui. Il s'agissait véritablement, bien entendu, d'émanciper l'État de la tutelle religieuse, mais également de libérer les consciences des citoyens. On pourra s'attarder sur la question sur la notion en fait, de liberté de conscience. Par ailleurs, ce processus de laïcisation s'accompagne de l'émergence d'une religion civique en France qui allait porter le nom de République. Et là, l'idée, c'est de comprendre en fait comment l'on est passé de la constitution d'une Église nationale, c'est-à-dire un concordat avant la lettre, j'y reviendrai, en quelques années seulement, en 3-4 ans seulement, à une laïcisation, 4-5 ans plutôt, une laïcisation radicale, avec une première loi de séparation, abrogée par un certain Napoléon Bonaparte. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, et nous allons rentrer par la question de la constitution civile du clergé. En fait, bien avant, je vais développer cette idée de constitution civile du clergé, bien avant la Révolution, il y avait eu en France, notamment, des affirmations très fortes quant à la lutte contre l'obscurantisme religieux, évidemment catholique, puisque la France était un royaume catholique avec une monarchie de droit divin, mais les philosophes des Lumières avaient très abondamment traité la question des cultes de manière générale, et les charges de Montesquieu ou de Voltaire ne se limitaient pas au catholicisme et à son Église, mais s'attaquaient aussi très frontalement au judaïsme et à l'islam. Donc il y avait une conscience véritable de ce qu'était de leur point de vue la religion, même si les Lumières étaient un courant évidemment très hétérogène, et que dans ce courant des Lumières, il y avait bien entendu des déistes, comme Rousseau ou Voltaire, avec des nuances déjà entre les deux, mais également des athées,
Diderot, par exemple, en est l'illustration la plus évidente. Et ces philosophes, évidemment, avaient la conscience qu'il était nécessaire d'abattre le pouvoir de l'Église catholique, et au-delà d'elle, au-delà de l'institution, celui de la religion, de façon à affirmer, dans les faits, la liberté de l'individu, la liberté du citoyen. Le citoyen étant pensé, je ne développe pas là-dessus, comme quelqu'un dans la cité, c'est-à-dire que la liberté du citoyen ou la citoyenneté engageait de facto les principes de droits et de devoirs. Et il y avait évidemment dans cette idée d'émancipation de la religion la formule popularisée par Kant, donc qu'est-ce que les Lumières en 1783 ou 84, faudra-t-il vérifier, sapere aude, ose comprendre par ton propre entendement. Et bien évidemment, les protagonistes de la Révolution française étaient complètement imprégnés de ces idéaux-là. Et on allait les retrouver, évidemment, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du coup votée en août 1789, et dès l'article 10 qui précise, alors il est important de s'arrêter sur cet article parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui effectivement versent dans une forme de relativisme quand il s'agit d'islam, parce que quand il s'agit de catholicisme, on peut charger à fond, on peut taper très très fort, là il n'y a pas de souci, c'est de bon ton, et donc on cite un article mais de façon amputée, c'est-à-dire article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et quand on écoute Bobéro et consorts, c'est nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, point. Bon, c'est déjà une escroquerie intellectuelle. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, virgule, pourvu que leur manifestation ne trouble point l'ordre public établi par la loi. Pourvu que leur manifestation ne trouble point l'ordre public établi par la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, la déclaration acte l'idée que chacun est libre de son culte, mais qu'en aucun cas, le culte ne peut être, la manifestation cultuelle, ne peut être prétextée pour effectivement venir entamer l'ordre public établi par la loi et donc le processus de laïcisation. Alors évidemment, l'ensemble des révolutionnaires, qu'ils fussent de droite ou de gauche, le bloc patriote, comme on l'appelle à l'époque, est très très large, il court de Mirabeau à Robespierre, Hébert, donc disons, nous dirions aujourd'hui très à droite, une droite libérale, voire conservatrice libérale, à quasiment l'extrême gauche. Mais effectivement, il y a un certain nombre de principes sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord, à peu de nuances près, et notamment cette question de la loi civile est au-dessus de toute autre forme de conviction d'ordre confessionnel. Alors je vais prendre l'exemple de Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat, qui est probablement l'un des hommes les plus à gauche à ce moment-là, et qui à l'automne 1789, c'est un moment crucial pendant la Révolution française, l'automne 1789, je n'ai pas le temps de développer ça maintenant, mais Jean-Paul Marat il écrit en fait, de façon très aboutie, une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'un plan de constitution, suivi d'un plan de constitution juste, sage et libre. Et dans cette DDHC, ce projet de constitution, Marat attaque frontalement ce qu'il appelle le despotisme royal, qu'il voit comme une prétention défendue par des sophistes, je cite, défendue par des sophistes, soudoyés et sanctifiés par des prêtres insensés. C'est-à-dire que Marat, évidemment, identifie clairement le lien indéfectible qui existe entre la religion et la politique, parce qu'aujourd'hui on nous explique mais non, c'est pas la même chose. La religion, elle est par essence de nature politique. Les trônes, il y a une alliance du trône et de l'autel qui est objective, les trônes étaient de droit divin, et on retrouve sensiblement le même processus en Orient. Donc effectivement, un principe, un despotisme défendu par des sophistes, soudoyés et sanctifiés par des prêtres insensés. Et il faut prendre insensé au sens premier du terme, insensé au sens. Alors il décrit un petit peu, il développe ses idées, et notamment dans un, disons, chapitre qui s'intitule « Des ministres de la religion ». Aujourd'hui on parlerait de ministres du culte.
il ne précise pas des prêtres catholiques. Je précise parce que mes amis de Mediapart expliquent régulièrement que non, mais la laïcité, ça a été accepté par les Français, alors déjà par lesquels, il faudra en discuter, parce que c'était quelque chose qui était pensé pour les catholiques. Et comme si effectivement on n'avait pensé que les catholiques. Bon, ben là en l'occurrence, on ne parle pas encore de laïcité, et Marat ne parle pas de la religion catholique. Il en parle, hein. Et là il parle des ministres du culte. Et c'est très intéressant parce qu'il donne une définition du culte. Tous les peuples de la terre ont une religion, lien subtil que leurs chefs ont tissé pour les enchaîner. C'est-à-dire que Marat associe de fait la religion à un outil d'oppression sociale qui est utilisé par des souverains, des monarques, pour enchaîner les peuples. Marat qui avait écrit en Angleterre les chaînes de l'esclavage. Évidemment, Marat identifie d'abord le christianisme parce qu'il vit dans l'Europe chrétienne, dans une monarchie de droit divin. Le roi de France est le roi très chrétien. Et il va expliquer, par exemple, mais comme ces apôtres au christianisme établissent sa vérité, la vérité du christianisme, sur des preuves qui ne sont point du ressort de la raison, l'homme raisonnable n'est point obligé de s'y rendre. C'est-à-dire que la démarche de Marat, qui est un homme des Lumières, on a tendance à l'oublier, qui est un protagoniste plus âgé que les autres au moment où démarre la Révolution, inscrit en fait son projet politique dans une démarche rationaliste, et qui est le résultat en fait de la philosophie des Lumières, même si évidemment on peut contester ou nuancer le lien ou la filiation Lumière-Révolution, en tout cas les protagonistes de l'époque, qui sont convaincus de ce lien-là. Donc il a inscrit cette démarche dans celle des philosophes des Lumières, c'est-à-dire une démarche rationnelle, où l'homme et le citoyen en devenir agit par la raison. Et c'est la raison qui commande l'action politique, pas la superstition, pas les croyances. Marat verse ensuite dans l'ironie « Heureux celui qui a reçu la foi, qui s'applique ses douces consolations et qui a le courage de se dévouer à la misère dans cette vie pour jouir de la béatitude dans la vie à venir. » C'est du Charlie avant la lettre. Je trouve que c'est très intéressant. Marat ne conteste pas en fait le droit de chacun d'avoir un culte et de s'y soumettre. Par contre, il ne veut pas que l'on verse dans une forme d'hypocrisie et que l'on fasse comme si le culte n'avait pas d'incidence. Et c'est un petit peu ce que, même plus tard, les philosophes matérialistes au XIXe siècle, et notamment ceux qui se revendiqueront de Marx, reprochent, la gauche et l'extrême gauche, quand vous voulez, reprocheront à la religion, c'est-à-dire créer une forme d'imaginaire qui enferme le peuple et le citoyen dans un mécanisme qui ne lui permet pas de se projeter dans l'action maintenant. Et on lui promet, en fait, c'est pas grave si tu souffres là, aujourd'hui, l'essentiel, c'est la vie que tu auras après. Je reviens au XVIIIe siècle. Marat parle, en fait, de la puissance de l'État. Alors évidemment, ça ne plaît pas toujours aux libéraux. Et Marat dit, c'est très intéressant, on a des ponts avec aujourd'hui que moi je trouve plutôt interpellants. La société doit tolérer toutes les religions. Et là, certains mettraient un point. Marat, il ne met pas un point, il met une virgule. La société doit tolérer toutes les religions, excepté celle qui la frappe. C'est intéressant. Bonjour Laurence. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Allez, je prends la rue de droite. Par rapport à moi, je suis à gauche. Ça va bien avec mon manteau. Donc, Marat précise, la société doit tolérer toutes les religions, excepté celle qui la frappe. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans les familles politiques qui se prétendent républicaines, et notamment celles qui se revendiquent très à gauche, elles ont tendance à oublier ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certaines familles politiques, la question du rapport de force et de l'usage de la force publique par le législateur, par la politique, au sens noble du terme, est nécessaire lorsque la religion, en fait, dépasse le parvis du temple et entend s'imposer comme un référent politique, voire culturel. Et il n'y a pas d'ambiguïté, puisque, donc, Marat continue, une fois encore, sa référence c'est le christianisme, parce qu'il vit dans un royaume chrétien catholique. Mais il parle de la religion de manière générale, hein, là je vous donne la source, et c'est facilement vérifiable.
il y a le cas, vous avez le texte, je ne sais pas si j'ai pris ma pochette. En prêchant l'obéissance aveugle, le christianisme ne tend qu'à faire des esclaves. Il attaque le pacte social et détruit le corps politique. La suite est très intéressante. Ces apôtres doivent donc avoir le bon sens de ne jamais toucher à ce point, c'est-à-dire attaquer le corps politique et le corps social, si même le législateur ne leur en impose l'obligation. En d'autres termes, si le croyant n'est pas en capacité de ne pas dépasser en tant que croyant le parvis du temple pour imposer ses idées, eh bien, il appartient au législateur de faire respecter l'ordre civil et de remettre au pas, une fois encore, hein, la société doit tolérer toutes les religions, virgule, excepté celle qui la frappe. Toute coïncidence avec des situations actuelles ne serait que purement fortuite. Alors évidemment, il y a toujours un propos qui est établi sur une assise, comment dirais-je, il y a une critique aussi de l'enrichissement à ce moment-là de l'Église, notamment catholique, de l'enrichissement des clercs. Alors ça remonte à très loin, hein, il faut presque remonter à la première modernité, à la façon dont la réforme protestante se met en place. Mais c'est vrai qu'il a tendance, Marat et d'autres, à attaquer la crédulité des peuples, et en tout cas à établir l'idée d'une raison contre les ténèbres mythiques. Marat poursuit, le moment est enfin venu de faire cesser cet affreux scandale, de rappeler le haut clergé, le haut dignitaire de l'Église, à l'esprit de son institution. Donc il ne propose pas la religion, elle apostrophe la religion, ce n'est pas l'athéisme d'État qu'il propose, mais quelque part déjà une forme de séparation. Donc l'esprit de son institution, d'acquitter sa dette et de rendre aux pauvres leurs biens qu'ils dissipent si honteusement. D'ailleurs, il faut rappeler que dès le 2 novembre 1789, la Révolution française faisait des biens du clergé une propriété de la nation. C'est-à-dire que les églises, les cathédrales devenaient la propriété de la nation. C'est ce qui permettait, du reste, à un certain nombre de sociétés populaires, les Jacobins, par exemple, initialement la Société des Amis de la Constitution, séance au couvent, dans la bibliothèque du couvent des Jacobins rue Saint-Honoré, c'était le cas également des Cordeliers, mais aussi des antipolitiques à Aix, c'est-à-dire que ces sociétés se réunissaient dans les églises. Et quand on regarde les sources d'époque, je prends l'exemple très concret des antipolitiques d'Aix, quand ils se réunissent dans telle ou telle église à Aix, à un moment ils demandent l'église du Saint-Esprit, qui est, si je ne me trompe pas, dans la rue Esparia. Ils parlent de la ci-devant église Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois ci-devant l'église, pour parler du local de la société. Le local de la société. Donc il y a vraiment une appropriation, en fait, une expropriation, si on peut dire, de l'église avec un grand E, des églises avec un E minuscule, et une appropriation, en fait, par la nation, en tant que l'Assemblée des citoyens, et bien entendu les institutions de l'État, des biens des immigrés. Alors on s'en est servi aussi, je ne vais pas rentrer dans la question des assignats, la dette, ce genre de choses. Par contre, il faut aller plus avant sur la question justement de la citoyenneté passant avant la croyance et le culte. Le 24 décembre 1789, l'Assemblée nationale, l'Assemblée constituante, décrétait le libre accès des protestants au statut d'électeurs et aux emplois publics. C'est-à-dire qu'en fait, l'Assemblée estime que l'on soit catholique ou protestant, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'on soit citoyen, et qu'évidemment, on ne peut pas dire à un citoyen, sous prétexte qu'il est protestant, qu'il ne peut pas voter. On ne peut pas lui interdire des emplois publics ou dans la haute administration sous prétexte qu'il est protestant. Ce que l'on veut, c'est qu'il soit citoyen, et c'est au motif de sa citoyenneté, de son patriotisme. Alors, il faudrait qu'on s'arrête sur la notion de patriotisme, mais je vais trop décaler. En tout cas, de son engagement civique, sur son mérite, c'est sur ces bases-là, effectivement, qu'il obtient les droits politiques. Je me permets d'insister là-dessus. Les hommes de l'époque, alors j'entends hommes et femmes, hein, là aussi on pourrait avoir un long débat, sont imprégnés de Montesquieu, et donc ils ont conscience que le citoyen est à la fois le souverain et le sujet. Le citoyen, ce n'est pas simplement quelqu'un qui a des droits.
Le citoyen a à la fois des droits et des devoirs. C'est la raison pour laquelle on parle de la déclaration des droits et pas de la déclaration des droits et des devoirs. D'ailleurs, je vous ai donné un exemple avec l'article 10 qui pose un droit et un devoir avec une restriction. Et puis il y a la question des juifs en France, puisque là aussi on nous explique pendant longtemps qu'en France il n'y a eu que des catholiques, évidemment. Les juifs sont en France en Europe pardon, depuis l'Antiquité. Il faudrait remonter à la première diaspora pendant l'Empire romain. Et donc cette question revient de façon régulière, et il y a évidemment le discours très célèbre de Clermont-Tonnerre à la fin des 1789 qui affirme il faut tout refuser aux juifs comme nation, c'est-à-dire comme peuple juif, et tout accorder aux juifs comme individus. C'est-à-dire l'idée, c'est que le citoyen de confession juive peut être de confession juive, mais ce que l'on veut, c'est d'abord qu'il soit citoyen. Et à partir de ce moment-là, on comprend que la Révolution française fait passer effectivement la notion de citoyenneté, de pacte social et politique, on est avant la République, avant la question confessionnelle. Donc, le Français qui est juif est d'abord un citoyen. Et en tant que citoyen, il doit bénéficier des droits politiques. Et alors, c'est une question qui est évidemment longuement débattue, et les juifs obtiennent les droits politiques, la citoyenneté, en 2 temps. C'est très intéressant à relever, parce qu'on peut faire là encore des ponts avec aujourd'hui. Le 28 janvier 1790, la citoyenneté est accordée aux juifs du sud-ouest de la France. Il faudra attendre le 27 septembre 1791 pour que les juifs de l'est du pays en fait, bénéficient de cette citoyenneté accompagnée d'un serment civique. Pour quelle raison ça se fait en 2 temps? Eh bien pourquoi? Parce que les populations juives de l'est étaient moins assimilées que les populations du sud-ouest. C'est intéressant, on a aujourd'hui des débats sur l'assimilation, on dit « voilà, fasciste, on parle d'assimilation, regardez ces Français qui sont musulmans, on ne peut pas leur demander comme ça de rejeter le Coran et de mettre une concurrence qui existe de fait entre la loi religieuse coranique ou islamique et la loi républicaine. » Donc la Révolution française devait être judéophobe. On reproche en fait à ces populations juives de l'Est d'être trop centrées sur elles-mêmes et pas suffisamment intégrées au camp national. D'où cette citoyenneté accordée dans un 2e temps, accompagnée d'un serment civique qui sera également exigé de prêtres catholiques. Et la Révolution était cathophobe. Je ferme la parenthèse. Il faut préciser que c'est une première en Europe, et c'est aussi ce qui explique, sur le processus historique et sur le temps long, le rapport très particulier que les Juifs en Europe ont eu avec la France, qui a été le premier pays en Occident à leur accorder une reconnaissance civique. Et deuxièmement, je vais un peu plus loin, je fais une grande ellipse, le traumatisme que peuvent représenter de fait les lois sous le régime de Vichy. C'est-à-dire qu'il y a un retournement à ce moment-là qui est presque à l'inverse du sens de l'histoire. Je ferme la parenthèse. La Révolution supprime toutes les communautés religieuses le 13 février 1790. Elle abolit les serments dans les communautés religieuses qui sont de fait perçus comme pas compatibles avec le processus de citoyenneté. Elle impose l'élection des clercs. Et alors là, c'est très important. C'est ce qui amène effectivement le 2 juillet 1790 ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, qui est portée notamment par l'archevêque Boisgelin. C'est une personnalité locale, archevêque d'Aix, député d'Aix à l'Assemblée nationale constituante. Constitution civile du clergé qui serait notamment soutenue par des ecclésiastiques, comme l'abbé Grégoire, qui était un homme du côté gauche, ce qu'on appelle à l'époque un patriote avancé, un homme favorable à toutes les évolutions de la Révolution. Et cette constitution civile du clergé va d'abord réorganiser l'Église en France. Ça n'avait pas été fait depuis le Concordat de Bologne signé entre François Ier et Léon X en 1516. Elle établit un évêché par département, c'est-à-dire que la carte de l'Église suit la carte politique. Donc il y a à ce moment-là 83 départements.
c'est une création de la Révolution française. Elle impose l'élection des évêques et des prêtres, pas par les seuls catholiques, par tous les citoyens, et ils sont payés par l'État, c'est-à-dire qu'ils sont de fait fonctionnaires avec une augmentation des traitements, notamment pour le bas clergé. En fait, on est en train de constituer ce qu'on pourrait appeler une église nationale. C'est une espèce de concordat avant la lettre. Cette constitution civile du clergé ne va pas être acceptée par l'ensemble de l'église catholique, ce qui fait qu'effectivement il y a une forme de suspicion qui va s'établir, parce qu'il y a effectivement, objectivement, sur l'ensemble du territoire, des mouvements qui la contestent, et ce qui amène, en novembre 90, la question du serment civique, c'est-à-dire que l'on impose aux ecclésiastiques de prêter serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi. Je rappelle qu'on est en train d'établir une monarchie constitutionnelle. Et le clergé va se diviser entre jureurs, ceux qui acceptent de jurer fidélité à la Constitution, et non-jureurs ou réfractaires, ceux qui vont s'y opposer et qui vont la combattre jusqu'à la papauté, puisque je rappelle que par une bulle papale, le pape Pie VI avait condamné jusqu'à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en expliquant qu'elle était tout à fait contraire aux principes chrétiens. Il y a évidemment une opposition de ceux qu'on appelle les Noirs, c'est-à-dire les aristocrates, les royalistes, à cette constitution civique. Notamment, il y a une motion de Don Guerle qui demande que le catholicisme soit reconnu comme religion d'État. Et il y a une opposition farouche, notamment de Mirabeau, avec des diatribes très virulentes. Mirabeau, autre personnalité locale, puisque député également d'Aix. Les Marseillais en ont beaucoup voulu parce qu'au départ, il était candidat pour Marseille. Donc en fait, on est en train de voir une opposition entre ce qu'on appelle déjà l'Ancien Régime contre l'ordre nouveau qui est en train de s'établir et qui entend émanciper la société et pas les seules institutions de l'État, et donc les esprits et les consciences de la tutelle religieuse. Alors je voudrais m'arrêter sur l'exemple aixois. Nous sommes à Aix. Et évoquer l'abbé Rive et les antipolitiques qui ont mené une lutte acharnée contre le fanatisme. Alors, l'abbé Rive est un opposant à Boisgelin, c'est un anticlérical notoire, pardon. Michel Revel a parlé de lui comme étant le marat aixois. Alors, pour vous donner un peu le ton, l'abbé Rive, certains voient en lui quelqu'un qui s'est vengé parce qu'il n'aurait pas eu les traitements attendus, c'était un homme des Lumières aussi. Il était bibliothécaire de la Néjane. Et donc il a écrit notamment des lettres violettes et noires, ou anti-épiscopales et anti-gravicariales, où il désigne Boisgelin comme étant rien moins que le perfide violet, en allusion en fait à la couleur du vêtement ecclésiastique, et comme l'archidespote. Il avait le sens de la formule. Et notre abbé Rive correspond régulièrement avec Camille Desmoulins, l'homme du 12 juillet, celui qui appelle le 12 juillet à prendre les armes, et 2 jours après, la Bastille est tombée. Alors effectivement, l'abbé Rive écrit une lettre à son très cher et très illustre Camille Desmoulins sur l'extirpation, je rappelle que c'est un homme d'église, sur l'extirpation du fanatisme créé par des despotes. Alors lui, il fait presque l'inverse de Marat, c'est-à-dire que pour Marat, c'est la religion qui crée les despotes, et Rive voit effectivement les despotes qui, en fait, créent le fanatisme religieux. Créé par des despotes depuis que le despotisme s'est perché sur les trônes. Il écrit ça en mars 91, le 31 mars. C'est un anniversaire, puisque nous sommes le 31 mars 2023. Et Rive écrit « On veut y voir régner la véritable philosophie ». Je rappelle que c'est un homme des Lumières. Et au lieu d'y réduire le christianisme en secte, en lui ôtant tous ces indignes prélats qui sont la cause, il parle des prélats, donc les dignitaires de l'Église, qui sont la cause infernale de tant d'anti-révolutions, beaucoup de révolutions en Europe à ce moment-là, on l'y conserve comme la religion précieuse de nos pères, et on a le malheureux aveuglement d'en salarier les ministres et le culte aux dépens de toute la nation française. C'est-à-dire qu'on a un homme d'église qui est vertement anticlérical et qui condamne le fait que des hommes d'église soient payés par l'État. C'est-à-dire qu'il pose déjà, lui, en tant qu'homme d'église, un principe de séparation. Desmoulins,
lui aussi attaque frontalement la religion et l'Église. Alors Hervé Levers rappelle une anecdote à l'occasion de son mariage, et Desmoulins écrit ça à l'abbé Rive. Il lui explique qu'il n'est pas allé à l'autel, puisque le mariage civique n'est pas encore voté, sans contrepoison. Contrepoison contre la religion. Et l'abbé Bérardier, qui marie Desmoulins, qui le connaît bien, l'avait exhorté, au moment de la cérémonie du mariage, à ne pas oublier les principes de la religion, et il dit à Desmoulins, vous la respecterez surtout dans vos écrits. Et Desmoulins, qui avait lu aussi le sens de la formule, c'était un brillant homme de lettres, c'est ainsi, mon cher abbé Rive, que je me trouvais pris et engagé à me mêler dans mes numéros, dans mes numéros, que de la partie politique et démocratique, et à en retrancher l'article théologie. C'est-à-dire qu'on a là un homme d'église, effectivement, qui demande à Desmoulins de ne surtout pas attaquer la religion. Bon, Desmoulins ne s'y tiendrait pas. Je reviens sur notre abbé Rive, qui est le fondateur de la Société des antipolitiques d'Aix, donc des cultivateurs et des artisans aixois, et qui ont été le fer de lance d'une révolution démocratique et sociale, et le fer de lance contre le fanatisme ici. Le 1er novembre 1990, alors qu'ils sont en train de s'établir en cercle, ils déclaraient « Cette vraie religion ne réside que dans vos cœurs, et ne demande à vos esprits et à vos consciences, on parle beaucoup de liberté de conscience aujourd'hui, sans comprendre de quoi il s'agit, que des actes vrais, justes et utiles à la patrie. » C'est-à-dire en fait que l'engagement patriotique, c'est déjà en fait un acte de foi. C'est important de préciser parce que dans la mesure où on a vidé l'idée républicaine de sa substance, de sa mystique, on a notamment des philosophes, on pourra en discuter, comme Alain de Benoît qui explique que et les Lumières et la Révolution ont vidé tout sens sacré. Ben, historiquement, en fait, on s'aperçoit que c'est tout à fait faux et que c'est même exactement le contraire. Donc, on voit ici que l'engagement patriotique est perçu comme une forme d'acte de foi. Et il précise aucune religion extérieure n'a d'emprise à former contre vous. En fait, il y a un anticléricalisme clairement affirmé. Je précise que c'est une société d'extrême gauche. Enfin, aujourd'hui, pour les filles, c'est les fascistes. Pardon. Anticléricalisme affirmé. Ils sont encore imprégnés de religion. En août 91, ils demanderaient à ce que l'on fasse une messe, parce qu'il y a une sécheresse, et on a une messe pour la pluie. Mais ils ne veulent pas de ce qu'ils appellent la religion extérieure. Ils ne veulent pas de manifestation publique du culte. Et le 23 novembre 90, ils avaient même été jusqu'à avertir que depuis la Déclaration des droits de l'homme, ils ne toléreraient pas dans Aix tous les croyants au pape. Tous les croyants au pape. Donc en fait, il y a une attaque directe contre le Vatican. En août 91, ils pétitionnaient contre les prêtres réfractaires, jusqu'à l'Assemblée nationale, en demandant que l'on supprimât les pensions de l'État. C'est-à-dire, ils disent, on a des prêtres qui refusent de prêter serment, et l'État, la Révolution, va financer ses ennemis. Ça n'a pas de sens. C'est intéressant parce que comme aujourd'hui, on remet des diplômes de laïcité à des imams intégristes et fanatiques. Par exemple. Je ferme la parenthèse. En décembre 91, ils soutiennent l'adresse de Caen, des patriotes de Caen, contre les prêtres séditieux. Et je précise qu'à ce moment-là, ces gens ne demandent pas d'athéisme d'État. Ils demandent que l'on imposât la subordination de la religion à la loi civile. En 92, la municipalité de Marseille, particulièrement avancée sur le plan révolutionnaire, prenait des mesures contre les prêtres réfractaires. Les antipolitiques voulaient que l'on fasse la même chose à Aix. En fait, la radicalisation, alors c'est un terme qui est galvaudé aujourd'hui, puisque notamment sur les questions qui sont liées à l'islam, on parle de radicalisation, pour ne pas employer le terme exact, fanatisation. Je ne ferme pas la parenthèse. La radicalisation, le durcissement des positions politiques, en fait, arrivait avec l'entrée en République. Et à l'entrée en République, donc on est en septembre 92, il y a déjà 5 ans de révolution, de processus révolutionnaire, et on pose clairement la question de la compatibilité entre la religion historique, le catholicisme, et la République. La question est ouvertement posée.
C'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, si vous posez la question de la compatibilité entre l'islam et la République, vous êtes traité de fasciste, etc., etc. Donc en fait, les révolutionnaires étaient fascistes et catophobes, évidemment. Donc la question se pose. Et en octobre 92, début octobre, les antipolitiques d'Aix, donc je rappelle, club politique d'extrême gauche, délibéraient de faire pétition à la municipalité. Les municipalités, à ce moment-là, les départements ont beaucoup de pouvoir. De faire pétition à la municipalité afin qu'elle fasse une proclamation qui ordonne que les prêtres ne paraissent plus en public en soutane. Oh, fascisme, vous vous rendez compte? Interdire le vêtement religieux dans l'espace public, c'est terrible. En fait, il voulait faire rentrer les ecclésiastiques dans le corps de tous les citoyens. C'est-à-dire, le prêtre, le moine, l'évêque ne doit plus être perçu dans l'espace public comme quelqu'un qui se distingue par un vêtement religieux, qui le place au-dessus, ou en tout cas différemment des autres. Il doit être pleinement intégré dans le corps politique. Et pour être pleinement intégré dans le corps politique, il faut qu'il soit pleinement identifié comme un citoyen, sans un signe distinctif qui lui fait revendiquer eh bien, en fait, une forme de concurrence en matière d'autorité et d'influence. Il y a clairement une volonté, évidemment, des clubistes d'ébranler l'Église catholique qui était assimilée à la contre-révolution, position justifiée de facto parce que la religion avait été le ciment de la contre-révolution. Détermination, évidemment, à abattre tout élément qui tend peu ou prou à symboliser un ordre religieux. Parce qu'une fois encore, on est dans un contexte, d'abord il y a un contexte de guerre, on pourra y revenir, mais on est dans un contexte où effectivement il y a une contre-révolution violente, elle est particulièrement virulente dans le sud-est, et donc il y a une concurrence en fait des identités et qui passe par le symbole. Et en décembre 92, la Société des antipolitiques d'Aix délibérait qu'il sera fait pétition à la municipalité afin que l'ancienne croix de Maltz, qui existe au clocher de l'église Saint-Jean, soit ôtée sur le champ. Catophobe. Le 20 janvier 93, il demandait l'interdiction aux prêtres d'occuper les fonctions publiques ou d'entrer dans les sociétés populaires. Alors en 93, évidemment, les positions se sont encore durcies du fait d'un contexte que j'ai déjà évoqué. Et au moment où ils prennent cette position-là, il y a 3 ecclésiastiques dans la société. Et les sources ne mentionnent pas, alors, il y a des désaccords parfois, des débats virulents dans toutes les sociétés populaires, les sources ne mentionnent pas de désaccord des 3 ecclésiastiques qui sont présents et qui même potentiellement ont poussé dans ce sens-là. Alors, cet anticléricalisme prononcé n'est pas le fait de la gauche ou de l'extrême gauche pendant la Révolution française. Il est le fait de bon nombre de révolutionnaires, y compris de ceux qui sont à droite dans la République, à savoir les Girondins. Et les Girondins ont eu des positions anticléricales ouvertement assumées. Et d'ailleurs, entre guillemets, le bloc jacobin qui siège à l'Assemblée législative, donc de septembre 91 à septembre 92, tous ces jacobins sont girondins. Et ils avaient ouvertement œuvré pour que l'on menât le combat contre les prêtres réfractaires. J'essaie d'accélérer de façon à ce que nous ayons, je suis presque sur la fin, le temps du débat. J'accélère. Les antipolitiques, j'essaie de rester dans le local, pétitionnaient même à la municipalité en mars 93 relativement à l'interdiction aux prêtres fonctionnaires du culte d'occuper d'autres places que celles de la paroisse. Je rappelle que les prêtres sont financés par l'État, attendu que leurs occupations spirituelles sont incompatibles avec le temporel. C'est ouvertement assumé. Une fois encore, on établit de facto, parce qu'on le mesure tous les jours, les liens entre religion et contre-révolution. Je ne donne pas de détails, mais sur Mérargues, par exemple, pas loin d'ici, un curé contre-révolutionnaire qui avait retourné toute une société populaire, et les antipolitiques avaient eu extrêmement peur. Ils ont vu des centaines en fait, de Mérarguais arriver à Aix derrière leur prêtre. Le gros basculement, c'est le 18 92, qui ouvre la voie vers une révolution démocratique et sociale et, bien entendu, des mesures d'exception. Et ce qu'on appellera après la terreur. On pourra là aussi longuement en parler. Alors le délit de blasphème avait été de facto aboli par la déclaration, par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que je citais tout à l'heure,
par l'Assemblée constituante en 91. Et puis, il y a des députés comme Lepelletier de Saint-Fargeau qui avaient parlé des crimes imaginaires. Il fallait en arrêter avec les crimes imaginaires. Ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le délit de blasphème. C'est intéressant, comme récemment, un professeur s'est fait décapiter dans les rues de France au nom de Bouddha et Grand. Toujours intéressant de rappeler un peu, de resituer les faits. Et ce processus de laïcisation, il s'accompagne d'un processus d'établissement de l'instruction publique et de ce qu'on appelle même déjà l'éducation nationale. Alors on pourrait longuement débattre d'éducation, instruction, instruction publique, éducation nationale. Ce sont des débats qui existent déjà à l'époque. Et Lepelletier de Saint-Fargeau propose un plan d'éducation publique et nationale dans lequel il demande déjà, nous sommes donc sur les années 92-93, un enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire, commun aux garçons et aux filles. Il faut préciser parce qu'on a des polémistes, je pense notamment à Éric Zemmour, je ne verse pas dans le zémourisme primaire, ça m'insupporte. J'adorerais. Comment ? Je veux dire dans l'anti-zémorisme. Je ne... Ah, là, c'est intéressant. Intéressant. Très intéressant. Je ne verse pas dans l'anti-zémourisme primaire. Et j'adorerais avoir un débat avec ce... Déjà parce que je sais que je ne me ferai pas cracher au visage, je ne me ferai pas insulter. Voilà. Ça me changerait des militants à la fille avec lesquels je peux discuter. Mais je ne souscris pas à sa lecture politique, et notamment lorsqu'il explique que la Révolution française a ramené les femmes à la maison. Loin s'en faut, les femmes sont présentes. Évidemment, la Révolution n'accorde pas le droit de vote aux femmes. C'est un fait. Cependant, il y a des débats. Il n'y a pas de grands débats, mais il y a des hommes et des femmes qui prennent position pour ou contre d'ailleurs cette question-là. Ça nous amènerait ailleurs. Mais même sans ce droit de vote, qui existe dans les assemblées sectionnaires, notamment sur le partage des biens communaux, les femmes, malgré tout, sont partie prenante de bout en bout du processus révolutionnaire. Pour ou contre. Pour ou contre. Donc, Lepelletier propose effectivement ce projet que nous appellerions, nous, aujourd'hui, d'école républicaine, laïque et gratuite, et obligatoire. La laïcisation est accentuée, effectivement, d'abord avec les lois sur le mariage civil. Les lois des 20-25 septembre 92, qui était déjà une promesse de la Constitution de 91, mariage pour lequel on décrète que le clergé ne pourra porter la moindre opposition sous peine de déportation. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on nous explique que si on met tel imam dehors qui a professé contre la République, on ne peut pas, là on dit, bah non, bah, si à un moment il y a un membre du clergé qui s'oppose à la loi civile et qui effectivement s'oppose par exemple à un mariage, on le déporte. Hein, on le déporte. On ne dit pas on le décapite, hein. Ça a pu arriver, certes. On le déporte. Donc là, ça c'était déjà les décrets des 19 juillet et 12 août 92. Il faut préciser que la loi du 18 Pluviose en 10, 7 février 1802, sous le consulat de Bonaparte, par son article 54, rappelait l'interdiction faite aux prêtres de donner une bénédiction nuptiale avant le mariage civil. Alors, on ne peut pas passer devant monsieur le curé avant d'être passé devant monsieur le maire. Je le précise parce que je connais des couples qui passent devant monsieur l'imam sans jamais passer devant monsieur le maire. Voilà. Islamophobie. Ça, c'est unique en France. Je ne sais pas si c'est unique en France. Je pense que c'est même... On pourra en débattre. Non, Je pense que c'est... En Italie, en Espagne, il n'y a pas besoin de passer par 2 ans. Ah oui, pardon, oui, effectivement. Oui, tout à fait. C'est un processus. C'est pour ça que je parle d'un processus qui est quand même spécifiquement français et où, effectivement, ça c'est une spécificité qui est très forte et une affirmation qui est très forte. D'ailleurs, pour poursuivre sur cette idée-là, la volonté des époux est envisagée comme étant la substance du mariage. C'est la volonté des époux qui fait la substance du mariage, et l'opposition au mariage est réduite au seul, au pluriel, je ne mets pas seul.e.s, au seul, au pluriel, dont le consentement est requis. Pas monsieur. Monsieur ou madame. Dominique Godino a notamment démontré, c'est une historienne, spécialiste de la Révolution, que le divorce a très largement profité aux femmes
pendant la Révolution. Oui, je le précise parce qu'effectivement, la Révolution française décrète le divorce par consentement mutuel. Donc le mariage, il est fondé sur la nature, sur la raison, on revient encore à cette question, sur la justice, et l'on précise que le divorce, je suis en train de finaliser la chose, le divorce est le surveillant et le modérateur du mariage. Divorce par consentement mutuel, y compris sur simple allégation d'incompatibilité d'humeur. La modernité de la chose. Bon, après, Napoléon est arrivé. Marc, tu pourras défendre Napoléon. Élément important, c'est que le 13 novembre 1992, Cambon, qui est un député du côté gauche, donc un député montagnard, ou alors je précise, les montagnards ne siègent pas en haut, ils siègent à gauche de l'Assemblée, il propose, c'est un spécialiste des finances, il est connu pour être un spécialiste des finances, et c'est par la suite un opposant à Robespierre, qui siège lui aussi dans la montagne. Il proposait déjà en novembre 1992 de supprimer le budget des cultes. Donc c'est déjà en débat. Je rappelle que la dérive le proposait lui aussi. Donc c'est une question qui date de longtemps. Elle n'est pas acceptée à ce moment-là, on pense que c'est trop tôt. Il y a un autre député qui est important, qui s'appelle Rome, qui est l'un des penseurs du calendrier républicain. Rome qui dit à Grégoire, à l'abbé Grégoire, hop, je me disais bien que j'avais souhaité quelque chose. Non, c'est bon. Donc le 5 novembre 1991, Rome précise effectivement les modalités d'un nouveau système d'éducation. Il faut encore laïcisation, ou laïcité plus tard, et éducation ou instruction vont ensemble. Et Rome, lui aussi, propose pour les enfants des deux sexes, vous m'excusez, mais genre c'est pour la grammaire pour moi. Pour les enfants des deux sexes issus de toutes les classes de la société. C'est-à-dire qu'on pense effectivement déjà l'idée d'une école qui soit un creuset républicain, qui puisse accueillir garçons et filles. On ne parle pas de non-binaire, de xénomorphes ou je ne sais trop quoi. Garçons et filles, et qui bénéficieraient effectivement d'un enseignement obligatoire et gratuit. On en souligne la nécessité, instruction égale. Et Rome parle, lui, d'une éducation nationale. Et d'ailleurs, il oppose éducation et instruction. Moi, je suis plutôt sur le mot d'instruction. Mais on pourrait, là aussi, débattre très largement de la question. Ce député, Rome, dit à Grégoire, l'abbé Grégoire, qui était, lui, partisan d'une église nationale, au moment où on établit le calendrier républicain, donc on va supprimer toutes les références chrétiennes au calendrier, on va établir un calendrier complètement laïcisé. Rome répond à Grégoire qui lui demandait mais pourquoi ? Et Rome, qui avait le sens de la formule, comme beaucoup d'hommes de l'époque, lui répondit que cela servirait à supprimer le dimanche, selon Dominique Farge, c'est-à-dire le jour de la messe. Et donc Rome, lui, c'est un homme qui a eu une évolution particulière, il a été monarchien, donc favorable à une monarchie constitutionnelle, il a évolué très à gauche, et il a défendu la question sociale jusque sous le directoire. Il a été très investi dans l'élaboration du calendrier républicain en expliquant que le temps ouvre un nouveau livre d'histoire. Et dans sa marche majestueuse et simple comme l'égalité, il doit graver d'un burin neuf les annales de la France régénérée. Il s'agit de créer un temps laïcisé. Je vous invite à consulter le très bel article de Comsignan sur l'élaboration du calendrier républicain qui se voulait être une démarche rationaliste et qui n'eut pas en réalité un franc succès, même s'il a duré relativement longtemps. C'est finalement le projet de Fabre-d'Églantine qui serait retenu avec des jours que l'on appellerait carottes, artichauts, des mois vendémiaires, fructidors, etc., etc. En fait, on mettait en avant, selon l'IRIS, une idéologie agricole et rurale. La France est majoritairement rurale à l'époque. Je reviens ici à Aix, le comité de révision, disons d'épuration des antipolitiques d'Aix, délibéré le 28 Pluviose en 2, 16 février 1994, peu de temps après l'abolition de l'esclavage. C'est aussi, je ne demanderai pas à Marc qui l'avait rétabli. On délibérait sur la question de la religion.
Oui, c'est petit, facile. Mais attaque de fond. Les antipolitiques, le comité de révision, qui n'avait d'autre valeur que celle de conseiller, que les discussions au sujet de la religion ramenaient toujours le désordre dans les sociétés. Alors, est-ce qu'il s'agit des sociétés politiques au sens des clubs ou des nations? Mais en tout cas, on identifie ça, il y a une ambiguïté qui est intéressante. Et que les sociétés ne devaient s'occuper que du triomphe de la liberté. En fait, ils étaient à ce moment-là, parce qu'ils proposaient dans un premier temps, je vais plutôt le prendre comme ça, le comité proposait que le premier membre, en fait, qui se permettrait d'agiter les questions de la religion, soit expulsé du club pour 10 ans. Alors, ils sont là sur une ligne plutôt robespierriste, c'est-à-dire une ligne que je qualifierais rapidement de déiste. Finalement, c'est la ligne hébertiste, c'est la ligne des Cordeliers qui l'emporterait aux antipolitiques, puisqu'ils allaient activement participer à la déchristianisation de l'an 2. Donc c'est un mouvement en fait de sécularisation brutale, voire violente. Et effectivement, le 11 germinal l'an 2, le 31 mars 1994, un membre de la Société des antipolitiques, au nom du comité, a annoncé à la société que les prêtres qui étaient encore dans cette commune d'Aix ont abdiqué leurs fonctions et que la raison et la philosophie ont renversé tous les cultes. Je le reprécise, ont renversé tous les cultes. Pas juste le catholicisme, il faudra écrire ça à Mediapart. Tous les cultes. Et donc, il est probablement ici également question en fait, de ceux qui occupent les fonctions de rabbin. D'ailleurs, il précise effectivement que les citoyens attachés au culte israélite ont aussi abandonné les fonctions, du coup je suppose, de rabbin. Alors effectivement, des hommes de la Révolution française se sont montrés prudents, j'ai pas dit complices, prudents en matière religieuse, notamment Robespierre, qui a été vertement opposé à la déchristianisation. Pour ma part, je pense qu'il avait tort, pour ma part, ça n'engage que moi. Et d'ailleurs, il avait lancé à Fouché, qui lui était ancien oratorien, sur une ligne qu'on pourrait presque assimiler à l'athéisme. Non, en fait, il y a bien et bien une vie après la mort, où il n'y a pas rien après cette vie. Et on pourrait évidemment parler de la fête de l'être suprême, que Jean-Clément Martin notamment identifie comme étant ouvertement clérical, où Robespierre apparaîtrait comme le grand prêtre de cette fête. Et ça aurait rendu en fait foudrage la gauche et l'extrême gauche qui voyaient ce moment comme étant extrêmement clérical. D'ailleurs, les antipolitiques d'Aix ne percevaient pas du tout la fête de l'être suprême comme Robespierre. Eux, ils voyaient un moment de citoyenneté avec une forme de sacre, mais pas dans la dimension déiste que Robespierre y mettait. Pour autant, même Robespierre, qui a été un grand défenseur de la liberté de culte, avait dit, en mai 1994, c'est important de le préciser parce que c'est après l'élimination des Cordeliers et de tous ceux qui avaient été partisans de la déchristianisation, que la liberté de culte soit respectée pour le triomphe même de la raison, mais qu'elle ne trouble point l'ordre public et qu'elle ne devienne un moyen de conspiration. Intéressant parce qu'aujourd'hui on nous explique on n'a rien moyen de faire. Qu'elle ne devienne un moyen de conspiration. Robespierre, défenseur de la liberté de culte, poursuit. Si la malveillance se cachait sous ce prétexte, le prétexte de la liberté de culte, réprimez-la. C'est intéressant. Je le précise parce qu'à LFI, il y a beaucoup de gens qui se réclament de Robespierre. En fait, potentiellement, je suis plus à gauche que voilà, je donne juste quelques mots sur cette déchristianisation qui a effectivement pu être violente et impulsée par le mouvement Cordelier, derrière Hébert. Donc on a Fouché par exemple, qui a mené une répression sanglante de Lyon. Alors on pourrait aussi expliquer qui il avait en face de lui. Mais Fouché, effectivement, évoquait les prêtres charlatans. Et Fouché, ancien oratorien, c'était un homme d'église, avait effectivement demandé que l'on établisse un enseignement qui devait être laïque. Car toute religion, nous dit Fouché, pas le catholicisme,
toute religion avilit l'homme et le dégrade. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Fouché. Je m'étonne simplement aujourd'hui qu'à gauche et à l'extrême gauche, donc des gens qui sont issus de cette tradition-là, on ne conçoive la religion comme dégradation et comme antidémocratique que lorsqu'il s'agit du catholicisme. L'islam serait soudainement une religion de réformateurs, de démocrates. D'ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe en Iran. L'Iran a expliqué au gouvernement français qu'il devait arrêter de réprimer les manifestants. Je ferme la parenthèse. Et donc, Fouché avait organisé une fête civique, par exemple, à la cathédrale de Nevers. C'est à ce moment-là, notamment, que la déchristianisation commence. Il avait obligé des prêtres à se marier, à l'adoption, interdiction des prénoms issus du calendrier religieux. À Chaumette, c'est Chaumette qui avait demandé à l'Assemblée nationale que la terreur soit mise à l'ordre du jour, ce que l'Assemblée nationale ne fit jamais, je le précise. Chaumette figure le coup des Cordeliers. Et donc, après toutes ces actions dans l'Allier, il dit à Chaumette, Fouché, le fanatisme est foudroyant. On a Collot d'Herbois qui évoquait les guenilles sacerdotales. Une fois encore, on n'est pas obligé d'être en accord avec eux. Personnellement, je le suis, ça n'engage que moi. J'insiste, je m'étonne que très à gauche, alors qu'on est issu de cette tradition-là, on soit très sélectif sur ce que sont les guenilles sacerdotales. Biovan, encore très à gauche, qui, dès 1789, avait, dans son dernier coup porté au préjugé, à la superstition, fait, selon Brunel, une exégèse critique des textes bibliques, en refusant toute théologie dogmatique. Saint-Just, l'homme des décrets de Ventose, donc en mars 1994. Bien, cet homme-là, qui est connu pour des positions qui sont celles d'une république sociale, avait écrit dans ses fragments sur les institutions républicaines: tous les cultes sont également permis et protégés. Tous les cultes sont également permis et protégés. Là, à LFI, on met un point. Effectivement, il y a un point, mais il y a aussi une suite. Mais, dans aucun des engagements civils, les considérations de culte ne sont permises. Et tout acte où il est parlé de culte est nul. Tout acte où il est parlé de culte est nul. Les temples publics sont ouverts à tous les cultes. Les rites extérieurs sont défendus, c'est-à-dire interdits. Les rites extérieurs sont interdits. Les rites intérieurs ne peuvent être troublés. Alors, vous n'avez pas le droit de rentrer dans une église, dans une synagogue, ou même dans une mosquée pour troubler le culte. Mais par contre, la prière dans la rue, c'est pas possible. Fasciste. Les prêtres d'aucun culte, alors là, ça, si c'est pas du fascisme, les prêtres d'aucun culte, le prêtre d'aucun culte, pas le prêtre catholique, le prêtre d'aucun culte ne peut paraître en public avec ses attributs sous peine de bannissement. Sous peine de bannissement. Alors certains vont nous dire, oui, mais là, c'est parce que c'est un uniforme. Et puis dans le sens inverse, on va nous dire, oui, mais là, c'est pas un uniforme, c'est un uniforme. Il faut parfois être constant. Bien, j'en arrive à la conclusion. La séparation fut actée pendant la Révolution française. Puisque la Convention thermidorienne, qui effectivement a été l'antichambre du Directoire, je ne rentre pas dans les détails maintenant, avait accepté la proposition de Cambon, la suppression du budget des cultes, dès la fin de l'été 1994, et voté une loi de séparation des cultes et de l'État le 21 février 1795. Loi de séparation particulièrement stricte qui interdisait jusqu'à l'appel public au culte. Elle protégeait le culte, pas le droit de perturber le culte dans l'espace de culte, mais interdiction des signes religieux, des attributs cultuels à l'extérieur du culte, interdiction d'appel public au culte. Alors, le problème, c'est que dans le même temps, on tolérait le culte réfractaire, quelque chose un peu schizophrénique là-dedans. Alors, pour conclure, je vais céder la parole au marquis de Sade, avant qu'il ne soit frappé par la censure
comment on les appelle là, les sensitive readers, c'est ça? Sensitivity readers. Ah, thank you very much. Ah, oui, non, alors, non seulement il écrivait pas en inclusive, mais alors en plus, promotion du viol et la torture, ah, oui, effectivement, hein, type exécrable. Est-ce que ça va nous interviewer? Comment? Oui, pour lui. Pour lui. Alors, on oublie le marquis de Sade qui fut effectivement, au-delà de l'homme que l'on connaît et qui a donné l'adjectif que nous connaissons, l'un des derniers embastillés, ça a été un homme de la Révolution et ça a été effectivement un homme qui a pensé et la République sociale et ce que nous appellerions la République laïque. Et donc, Sade demandait des lois sans religion, au pluriel. Il nous faut un culte. Il nous faut un culte, et un culte fait par le caractère d'un républicain. Quand on vous dit aujourd'hui, non mais la République, elle a annihilé la dimension sacrée et le culte. Non, la République, elle a annihilé la dimension divine et religieuse. Pas exactement la même chose. Il nous faut un culte fait pour le caractère d'un républicain, bien éloigné de jamais pouvoir reprendre celui de Rome. Il décrivait Jésus comme étant un vil histrion de Judée. Il devait être catophobe. Si, malheureusement pour lui, le français s'ensevelissait encore dans les ténèbres du christianisme, alors, il faut encore, il vit dans un royaume qui a été, enfin dans une république qui a été un royaume chrétien. D'un côté, l'orgueil, la tyrannie, le despotisme des prêtres. De l'autre, la bassesse, les petites vues, les platitudes des dogmes et des mystères de cette indigne et fabuleuse religion. En émoussant la fierté de l'âme républicaine, l'aurait bientôt ramené sous le joug de son énergie, que son énergie vient de briser. Ne perdons pas de vue, c'est intéressant à rappeler ça, notamment à Éric Zemmour, que le catholicisme que nous connaissons aujourd'hui est un catholicisme qui a été sécularisé au forceps, contre son gré. Ne perdons pas de vue que cette puérile religion était une des meilleures armes aux mains de nos tyrans. Pas de distinction de fond chez Sade entre clergé réfractaire et assermenté. Avant 10 ans, nous dit Sade, au moyen de la religion chrétienne, je pense que Sade avait raison, en tout cas l'avenir lui a donné raison, de sa superstition, de ses préjugés, vos prêtres, malgré leur pauvreté, reprendraient sur les âmes l'empire qu'ils avaient envahi. Il évoque l'arbre de la superstition, qui pourrait parvenir à reprendre quelque empire sur les consciences. C'est ça la liberté de conscience. C'est pas la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de penser en dehors du dogme. Bien sûr, je peux avoir un culte, mais ma conscience est libre à partir du moment où je peux réfléchir en citoyen de façon rationnelle et que je ne suis pas ramené dans l'espace de culte, même quand je suis à l'extérieur de cet espace de culte. Français, ne vous arrêtez point. L'Europe entière, une main déjà sur le bandeau qui fascine ses yeux, attend de vous l'effort qui doit l'arracher de son front. Frappez sans ménagement sa tête, Rome la sainte, altière et frémissante. On peut ne pas être d'accord avec Sade. Alors il ne faut pas se revendiquer d'extrême gauche. Je lui cède le mot de la fin, parce qu'il associe le sceptre et l'encensoir, amalgame les rois et les prophètes, évoque Mahomet, Jésus, Mahomet, tous ces grands fripons, tous ces grands despotes de nos idées. Surassocier les divinités qu'ils fabriquaient à leur ambition démesurée, et certains de captiver les peuples avec la sanction de ces dieux. Ils avaient toujours soin de ne les interroger qu'à propos, ou de ne leur faire répondre que ce qu'ils croyaient pouvoir les servir. Je vous remercie, et je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu plus long que prévu.